Conversation, inspiration, innovation. Média. Pierre Cassan, bonjour. Vous avez accordé une interview à Média, je dirais avec deux volets. Premier volet, ce que vous avez été, c'est-à-dire quelqu'un du syndicat du livre, parce que vous étiez typographe, et ensuite Riposte laïque, c'est de là qu'on vous connaît avant tout, en tout cas pour le grand public. Commençons par votre carrière de typographe. Dans la tête de beaucoup de gens, le syndicat du livre, c'est lui qui tue la presse aujourd'hui et qui l'a tué. Vous n'êtes pas vraiment d'accord avec cette affirmation? Oh, non, c'est pas très gentil, parce que d'abord le syndicat du livre est issu quand même d'une histoire glorieuse, il est issu de la résistance. Le monopole de l'embauche dont on dit pique-pendre n'existe pas qu'en France, il existe dans tous les pays au monde. Et moi je dirais que le syndicat du livre, au contraire, moi c'est mon histoire, c'est la fin du plomb, c'est les années 77-78, c'est la fin du conflit du Parisien libéré. Je trouve que le syndicat du livre, avec parfois un discours radical, a été remarquablement réformiste dans sa pratique d'accompagnement social d'une modernisation inéluctable. Et vous n'êtes pas d'accord alors quand des patrons de presse mettent toujours en avant le fait que les coûts d'impression, en raison du monopole de l'embauche, en raison des salaires donnés, en raison des rigidités du syndicat du livre, tout ça fait que ça tue la concurrence? Les patrons de presse sont dans leur rôle quand ils disent que les syndicalistes coûtent trop cher, que les ouvriers sont trop payés, qu'ils ne travaillent pas assez. Par ailleurs, très franchement, les patrons de presse ont été très contents entre 1977-78 et les années 2010 de trouver un syndicat qui d'abord leur fournissait une main-d'œuvre, qui savait faire face à toutes les fluctuations de pagination, c'est-à-dire quand même que la mobilité du syndicat du livre était très appréciée par les patrons de presse, qui savaient gérer l'embauche, mais qui avaient surtout le monopole de la débauche, parce que le syndicat du livre a perdu énormément d'effectifs de par la modernisation, et je crois surtout que les patrons de presse, grâce au syndicat du livre, avaient quelque chose de maîtrisé, évitaient les grèves sauvages, évitaient les mouvements incontrôlables, et que quelque part, quand il y avait des mouvements, c'était des choses qui étaient toujours maîtrisées. Donc moi je dirais quand même que entre les patrons de presse et le syndicat du livre, c'était un petit peu deux grosses bêtes qui étaient face à face, qui se regardaient, mais qui savaient quelque part qu'ils avaient plus à perdre qu'à gagner, qu'à attaquer l'autre. Enfin, quand même, le coût, le monopole de l'embauche, quand vous êtes de l'extérieur et qu'on vous dit « Ah oui, mais pour rentrer dans une imprimerie du livre, il faut être syndical à la CGT », vous dites quand même « Quelle atteinte à la liberté syndicale, à la liberté tout court !» Alors, je n'aurais pas été dans ce milieu, peut-être j'aurais réagi comme ça. Il n'empêche que moi, j'y vois surtout la force d'un syndicat unique. Alors syndicat unique, ça peut faire un peu... ça peut un peu stalinien quand même. J'allais vous le dire, ça peut faire modèle soviétique, mais moi je dirais quand même que les salariés sont plus forts quand ils sont dans une seule organisation syndicale que quand ils sont dans multiples organisations syndicales qui passent leur temps à se faire la peau entre elles et que ça favorise quelque part des politiques de division. Donc moi je trouve que le syndicat unique CGT n'était pas un syndicalisme monolithique. Ce que j'essaye d'expliquer dans l'entretien que j'ai eu avec vous, mais aussi dans un livre que j'ai écrit, Touche pas au plomb, c'est quand même que vous avez par exemple dans la CGT le syndicat des correcteurs, qui est plutôt d'une histoire anarcho-syndicaliste, où il y a surtout des gauchistes, trotskistes, anards et tout. Vous avez la chambre syndicale typographique parisienne, qui est le syndicat historique des typographes, qui a plutôt une culture maçonnique, un petit peu frondeur et tout, mais qui n'est surtout pas dans une culture monolithique. Et puis vous avez effectivement autour des machines, autour des rotativistes, une culture plus cégétiste, plus livre, plus PC traditionnel. Mais ça veut dire qu'on n'a rien à reprocher au syndicat du livre quand vous pensez qu'ils sont parfaits et qu'ils participent au bien-être d'une presse qui est en train de mourir? Alors ça c'est attendez, dire que le syndicat du livre est parfait, non. D'ailleurs dans le livre que je me suis permis d'écrire avec une journaliste, on essaye, elle comme moi, de pointer les tares et des journalistes pour elle et les tares du syndicat du livre pour nous. Par ailleurs, je considère qu'il a participé au développement de la presse, qu'il a su intelligemment pratiquer un recul en bon ordre. Il n'a pas tué la presse. Non, parce que si c'était aussi simple que ça, si c'était le syndicat du livre qui tuait la presse, j'ai envie de dire aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'avant-tirage, vous n'avez plus de syndicat du livre. J'ai envie de dire, vous avez eu beaucoup d'expériences dans les années 90 où c'était pas le poids du livre qui tuait la presse. Et pourtant,
toutes les tentatives papier qu'il y a eu n'ont pas marché. À mon avis, si on veut parler des problèmes de la presse, je crois qu'il y a à s'interroger aussi sur le contenu rédactionnel des journaux, qui sont horriblement bien pensants, et à partir du moment où il y a un discours unique, où on ne fait plus la différence entre le Figaro, entre Libération et Le Monde, à partir du moment où il y a ce discours unique, les gens n'ont plus forcément d'intérêt à lire les journaux. Et puis il y a un autre élément, il y a d'abord la concurrence des gratuits, qui est quand même un vrai problème, et l'autre élément, il y a le phénomène Internet. C'est plus responsable des difficultés de la presse actuelle que le coût de l'impression, pour être clair. Moi, tout à fait. Moi, je peux vous dire, depuis que j'ai commencé à travailler, je vois régulièrement les effectifs qui fondent comme neige au soleil. Et bien que les effectifs fondent comme neige au soleil, j'entends toujours les patrons de presse qui disent « la presse est déficitaire », ce que je crois. La presse est déficitaire, c'est incontestable. Donc je pense que si c'était simplement qu'une histoire d'effectifs, le problème serait vite réglé. Il suffit de dire il n'y a plus de syndicat du livre, on fait imprimer les journaux ailleurs, on fait travailler des personnes qui coûtent beaucoup moins cher et c'est réglé. Je suis convaincu que les problèmes sont beaucoup plus profonds que simplement le coût des rédactions, parce que les rédactions diminuent aussi, et que la masse salariale. Alors, je disais, on vous connaît évidemment dans le grand public pour une toute autre raison, c'est que vous êtes le patron de Riposte Laïque, et Riposte Laïque, fondateur. Voilà, les fondateurs. Je rappelle fondateurs. que vous parliez aux syndicalistes. Oui, c'est pour ça. Alors c'est pour ça que je disais patron. Donc vous êtes un des responsables de Riposte Laïque, le responsable, disons-le tout court et tout brièvement, et surtout on vous doit cet apéro saucisson pinard qui a fait couler beaucoup d'encre. Comment on passe en gros d'une culture de gauche, alors vous disiez il y a des nuances dans le syndicat du livre, enfin libertaire ou communiste, enfin c'est quand même plutôt la gauche, à quelque chose qui apparaît aux gens comme une espèce de renouveau de l'extrême droite, pour faire court. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on se trompe sur Riposte Laïque? Dramatiquement, moi je suis très blessé. Je suis très blessé quand on me dit que je contribue au renouveau de l'extrême droite. Moi, je trouve au contraire que nous contribuons, des gens comme nous, à ne pas abandonner le combat contre l'islamisation de la France à la seule extrême droite. C'est complètement différent. Si on m'explique que célébrer les 70 ans du 18 juin 1940, quand même symbole de la lutte contre l'occupant nazi. Si on me dit qu'on célèbre ça avec du saucisson et du pinard, et qu'on me dit que ça c'est des symboles d'extrême droite, je suis très inquiet parce que l'extrême droite va être majoritaire en France. Vous faites l'imbécile. Pas du tout. Parce que permettez-moi de dire que quand on compare l'islam au nazisme, en faisant ça, parce que ça finit par dire ça, on se dit oui, il me semble que l'extrême droite dit à peu près la même chose. C'est pour ça que les gens ils vous assimilent à l'extrême droite. Alors d'abord, je vous ferai remarquer qu'il y a toute une frange de l'extrême droite qui s'assimile tout à fait à l'islam et à l'offensive de l'islam, justement avec des fédérateurs communs et notamment l'antisémitisme. Je pourrais vous dire également que le moufti de Jérusalem dans les années 40 a pactisé avec Hitler et a fourni 12 000 soldats à la SS. Je pourrais vous dire donc que l'islam et le nazisme, ça peut marcher ensemble. Je pourrais vous dire ça. Par ailleurs, moi je suis un homme de gauche, je suis un laïc, je me suis toujours battu pour la séparation du religieux et du politique. Je suis fier que mes grands-parents, mes aïeux aient mené la bataille contre l'hégémonie catholique en France, et je n'ai pas envie, aujourd'hui, au XXIe siècle, que finalement les imams remplacent les curés. On s'était débarrassé de l'emprise de l'Église catholique dans les années 80, les combats féministes avaient quelque part émancipé la société, et aujourd'hui, 30 ans plus tard, vous avez des barbus et des voilés qui viennent vous réimposer la religion dans l'espace public. Moi, je veux pas de ça. Enfin, est-ce que vous confondez pas une minorité de musulmans extrémistes qui rêvent d'islamisation de la société française et des endroits où ils sont, et l'immense majorité des musulmans qui se retrouvent absolument pas là-dedans et qui ont envie, comme vous ou comme d'autres, de vivre leur religion de façon ou privée ou on ne peut plus modérer, je dirais. Vous racontez une belle histoire, Robert Ménard. Moi, j'ai presque envie de la croire, vous voyez, c'est-à-dire que vous me faites la partition de l'islam, religion de paix, de tolérance et d'amour, la religion RATP, et qui quelque part serait simplement pervertie par des méchants extrémistes, mais que la majorité des musulmans est profondément laïque. Je le constate pas. Je le constate pas. C'est l'islam en soi qui est dangereux. Écoutez, en tout cas, moi je ne constate pas, depuis le temps qu'on me parle d'un islam des Lumières, je le vois pas à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. Moi, le regard que j'ai de l'islam en France depuis une trentaine d'années, c'est la multiplication de voiles.
c'est le voile intégral, c'est des fillettes de plus en plus voilées, de plus en plus jeunes, c'est l'offensive du halal, ce sont des maris violents qui vont cogner des toubibs dans les hôpitaux parce qu'ils ont osé examiner leurs femmes, c'est une volonté de conquête dans certains quartiers où c'est la charia qui se substitue aux lois de la République, c'est dans des endroits la substitution d'une population par d'autres populations. Moi, je vois plutôt dans l'islam en France et en Europe aujourd'hui une religion qui est dans une stratégie de conquête, qui joue quelque part une politique démographique, je n'ai pas peur de le dire, et dont les chefs principaux ne cachent absolument pas leur volonté, c'est faire de l'Europe une terre d'islam. Mais ce discours-là, on ne le retrouve pas dans les médias. C'est consternant. Vous avez l'impression quoi, que les médias sont au service de l'islam tel que vous le décrivez? Non, les médias ne sont pas courageux. C'est-à-dire que les médias ont peur, justement, ce que vous me disiez, les médias ont peur de se faire classer à l'extrême droite ou de se faire classer raciste, tout simplement parce que les islamistes ont oublié d'être bêtes et que notamment un imam Khomeini, en 1989, a inventé le terme islamophobe. Et donc, à partir du moment où moi je considère qu'on a le droit d'être islamophobe, on avait le droit d'être anticommuniste, on a le droit d'être islamophobe, on a le droit d'être athéophobe, on a le droit d'être catholicophobe. Et donc, le problème, c'est que dès qu'on vous dit vous êtes islamophobe, il y a un peu au niveau phonétique, xénophobe, raciste, extrême droite, c'est pas bien. Et donc, on est à l'aise pour dire croa croa à bas la calotte, alors là, tout le monde est là. Mais dès qu'il s'agit réellement de pointer du doigt l'offensive de l'islam, les médias regardent ailleurs. Tous les médias? En tout cas, j'en connais pas beaucoup, notamment moi, un journal comme Marianne. Je suis consterné que Marianne soit pas au premier plan du combat contre l'islamisation de la France. Je suis très étonné. Alors, tous les médias, très franchement, j'en entends pas beaucoup. J'entends de temps en temps, un Éric Zemmour qui a un certain courage. J'entends une Elisabeth Lévy. J'entends un Yvan Rioufol. J'en connais d'autres dans l'intimité qui vous disent que ça les inquiète, mais qui le disent pas. Vous avez le mérite de temps en temps de favoriser des débats là-dessus. Mais le discours politiquement correct, c'est effectivement islam, religion de paix et d'amour, perverti par quelques extrémistes, et tous ceux qui critiquent l'islam sont des partisans du choc des civilisations, des va-t-en-guerre, etc. C'est pas la réalité. Mais en même temps, quand on vous a vu côte à côte avec les gens du bloc identitaire, dans la presse, on s'est dit, tiens, la droite de la droite à côté de laïcars comme vous, ça fait un drôle de mélange. Écoutez, on nous dit de la même façon que la femme politique qui reprend le plus notre discours, c'est Marine Le Pen. Moi, je ne vais pas le nier. Effectivement, Marine Le Pen est celle qui reprend le plus le discours de riposte laïque. Ma conclusion, c'est que je suis désespéré que ce ne soit pas des gens de gauche qui reprennent ce discours. Je suis déçu que ce ne soit pas des gens de la droite démocratique, républicaine qui reprennent ce discours. Et ça me rappelle un petit peu ce discours sur l'insécurité. C'est-à-dire que sous le prétexte, dans les années 2002, de ne pas faire le jeu de l'extrême droite, on a abandonné complètement le discours de l'insécurité qui n'était pas complètement à ce que disent les bénets compassionnels de gauche, qui n'était pas qu'un sentiment d'insécurité, mais que les classes populaires ressentaient au plus profond de leur chair. On a abandonné ce discours à Le Pen. Vous avez eu le 21 avril 2002 ? S'il y a un secteur dans les médias où, en revanche, votre discours il est infiniment mieux entendu, c'est Internet. Là, vous avez des gens qui sont plutôt des alliés. C'est justement le charme d'Internet, c'est que ça remet en cause le politiquement correct permis notamment par la presse papier, et que Internet aujourd'hui est un contre-pouvoir extraordinaire dont nous avons l'intention de continuer à nous servir. Il y a beaucoup de complotistes aussi qui se retrouvent dans ce discours-là. Qu'il y ait des complotistes qui se retrouvent là-dedans ne remet pas en cause le fait que grâce à Internet, on a des informations qu'on n'aurait nulle part ailleurs. Et nous, on n'a jamais, depuis 3 ans, on n'a jamais été pris en flagrant délit de fausses informations, de mensonges éhoutés, de conspirations. On a toujours donné des informations qui étaient justes, étayées, vérifiées, et on a l'intention de continuer. Pierre Cassand, merci. Et donc, on vous retrouve dans les colonnes de médias. C'est très gentil, merci.